Rebonjour à tous. Ça résonne? Il y a moins de monde? Vous êtes partis faire la sieste? Eh bien, c'est pas le moment. Merci à ceux qui sont encore là d'être parmi nous. Rebonjour à tous. Je vous propose d'accueillir chaleureusement Madame Nathalie Nénon-Zimmermann, qui est directrice générale adjointe en charge du marketing et des revenus de l'Olympique de Marseille et qu'on remercie pour nous accueillir dans cette belle enceinte aujourd'hui. Donc elle nous rejoint pour remplacer M. Pablo Longoria qui était annoncé aujourd'hui, mais qui, à cause d'un empêchement, n'a pas pu être parmi nous. Merci. Bonjour, merci de m'accueillir dans notre belle Orange Vélodrome. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir la French Tech pour plonger dans ce grand bain numérique avec vous au niveau régional. Je vous prie d'excuser l'absence de notre président Pablo Longoria qui est parti au chevet de supporters qui ont eu un accident de la route cette nuit. Vous avez peut-être entendu parler de cet accident. Donc effectivement, je suis la nouvelle directrice générale adjointe en charge des médias, du marketing et des revenus. C'est une position assez rare dans le football en France. Nous sommes 2 femmes aujourd'hui. Et j'ai la chance, l'honneur d'avoir rejoint un club absolument iconique. Ce club, il a un impact à plusieurs niveaux. Alors l'impact local, il est très très connu, c'est la ville vibre et vit au rythme de son club. Et j'ai vraiment à cœur de renforcer les liens aussi au niveau de la communauté économique pour redéployer cet ancrage local et ensemble bâtir de nouveaux projets. L'OM, c'est le club qui représente le mieux le football en France, au sens un football populaire pour toutes les classes d'âge, pour toutes les catégories socio-professionnelles. L'OM, c'est aussi le club préféré en numéro 1 ou en numéro 2 dans chacune des régions françaises. Donc oui, l'OM fait vibrer le cœur de millions de Français. L'OM, c'est aussi un club avec un rayonnement international. C'est lié à nos joueurs qui viennent de différents pays et de différents continents, mais c'est lié aussi au développement que nous mettons en place, notamment en Afrique, au sein de différentes initiatives. Ces initiatives, elles se font sous différents prismes, que ce soit des clubs de supporters, que ce soit des écoles de formation, parfois en partenariat comme avec Diambar, qui nous permet aussi de découvrir de nouveaux joueurs, tel Bamba Dieng, qui a rejoint l'équipe première et qui a déjà fait de très beaux buts en début d'année. Sous l'impulsion de Pablo Longoria, ma responsabilité, c'est de mettre en scène et de délivrer 3 piliers qui sont les socles de notre club. Le premier pilier, c'est le football. En effet, Pablo Longoria souhaite avoir un club qui soit compétitif, qui puisse jouer régulièrement la Champions League, et ça se traduit par 2 choses. Le premier, par un mercato extrêmement agressif dont vous avez dû entendre parler. 12 nouvelles recrues ont rejoint le club à la fin de l'été, avec une moyenne d'âge de 23 ans, donc des jeunes prometteurs qui sont vraiment dans l'ADN du club, qui sont vraiment compatibles avec un jeu offensif et combatif et qui font aujourd'hui leurs preuves sur le terrain. Mais c'est aussi la préparation de l'avenir avec notre centre d'entraînement qui est géré par une pointure internationale, M. Nasser Largué, qui a reconstruit notre centre de formation qui a le statut prestige décerné par la Fédération française de football et qui a la double particularité de préparer à l'élite du football, mais aussi de préparer des jeunes joueurs et joueuses à leur vie professionnelle future. Nous sommes très fiers de pouvoir dire que nous faisons partie des 2 seuls clubs français qui a eu 100% de réussite au bac cette année. Le deuxième pilier, et non des moindres, ce sont nos supporters. Ce stade, l'Orange Vélodrome, dans lequel vous êtes, c'est le 2e plus grand stade de France.
C'est la première affluence en termes de personnes présentes dans le stade jour de match. En moyenne, nous recevons 53 000 spectateurs. Nous avons les plus grands groupes de supporters en France et un des plus grands européens, puisque nous avons 25 000 adhérents de clubs de supporters qui nous soutiennent chaque match, qui participent aussi au spectacle, qui rendent l'ambiance aussi particulière à l'Orange Vélodrome. Et ces supporters, nous avons fait le choix de leur donner des places à un tarif extrêmement accessible. Nous sommes parmi les moins chers d'Europe, puisque nos billets pour les groupes de supporters sont à 9 € par match. Pour parler un peu tech, j'y reviendrai un peu plus après, mais le club a une vraie volonté de se digitaliser, et cette digitalisation, elle se traduit par la vente de notre billetterie. Aujourd'hui, 90% de nos places vendues en billetterie sèche sont vendues sur Internet et sont dématérialisées. Nous avons fait le pari pour cette saison, nous sommes en pleine campagne d'abonnement et réabonnement, de faire une campagne 100% digitale. Aujourd'hui, les résultats que nous avons dépassent nos espoirs. Nous avons en 3 jours vendu 2/3 de la capacité des places en full digital. Donc, on sait que là, dès que les abonnements vont être live à partir du match OM Lorient, 100% de nos supporters en tribune auront leurs billets dématérialisés. Le troisième aspect, c'est l'aspect stade et son rôle dans la cité. Comme vous le savez sans doute, l'OM a la gestion exclusive de l'Orange Vélodrome depuis le 1er janvier 1919, ce qui nous permet d'organiser un certain nombre d'événements, dont le vôtre ici. Et c'est pour nous la possibilité de participer à un certain nombre d'initiatives qui vont contribuer à la redynamisation et au renouveau de la ville, pour lequel nous souhaitons avoir une place majeure en tant qu'acteurs de la ville de Marseille. On se veut être un accélérateur d'un certain nombre de projets, que ce soit au travers de notre fondation, au travers des opérations que nous montons avec nos partenaires et avec un certain nombre de pools d'associations avec lesquelles nous travaillons régulièrement. Alors nous sommes ici, chez vous, dans le Grand Bain, et j'aimerais venir sur 2-3 éléments importants, 3 particulièrement, d'un point de vue tech. L'OM a engagé un virage majeur depuis quelque temps qui se solde par des investissements significatifs et qui nous permettent de faire plusieurs choses. La première chose, c'est d'un point de vue data. La data, effectivement, est cruciale pour nous sur 2 aspects. Le premier, c'est l'aspect sportif. L'aspect sportif, c'est quoi? Nous avons une équipe de data scientists qui, toute la journée, sont là pour analyser les performances passées, analyser la performance actuelle et qui sont capables de faire du prédictif sur les matchs à venir en fonction d'un certain nombre de critères qui sont liés à la santé, au mental et aux résultats sportifs. C'est quelque chose d'extrêmement important dans la stratégie de Pablo Longoria pour pouvoir développer une politique sportive agressive et combative en ayant les bons joueurs au bon moment sur les matchs. Le deuxième point, d'un point de vue data, c'est d'un point de vue business, bien évidemment, c'est l'importance pour nous de bien comprendre les comportements de nos supporters. Cette analyse fine de leur comportement, on y arrive de plus en plus parce que nous captons de la data, notamment via la billetterie. Mais ça nous permet de développer des offres sur mesure, adaptées à un public qui n'est absolument pas homogène ni uniforme. Donc nous travaillons sur les messages et les offres au travers des différentes datas qui sont captées. Le deuxième élément, c'est tout ce qu'on peut faire d'un point de vue contenu et médias. L'OM, dans le prolongement de OM TV, qui nous a donné un héritage très fort d'un point de vue vidéo et compréhension des médias, a créé une content factory interne.
Nous sommes capables de produire des contenus institutionnels et commerciaux. Nous en publions pratiquement 800 tous les mois sur une quinzaine de plateformes différentes dans 4 à 5 langues en fonction du type de message. Nous avons une connaissance très fine de la grammaire des différentes plateformes et réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons plus de 15 millions de fans sur les réseaux sociaux et nous avons un des plus forts taux d'engagement européen en tant que club de football sur nos communications. Donc ça, c'est possible grâce à cette connaissance, ce tracking, ce monitoring de la performance de nos contenus et de nos choix de plateforme. Le dernier point concerne une innovation ou une co-innovation que nous sommes en train de lancer, qui est encore assez récente, qui est un partenariat multi-société avec Orange, AWS et un certain nombre d'écoles et d'universités, dont la plateforme, pour lequel nous allons faire de la co-innovation et permettre à des étudiants de pouvoir travailler sur les datas du club et nous permettre de poursuivre notre compréhension de nos fans. Alors bien évidemment, tout ça, c'est aussi sous l'impulsion de notre propriétaire, M. Frank McCourt, qui est très impliqué sur les développements de nouvelles plateformes, qui nous pousse à innover le plus possible au service de nos fans, mais aussi au service de la communauté. Nous considérons que nous avons un rôle majeur à jouer ici à Marseille. Et moi, personnellement, j'ai à cœur de développer des relations encore plus proches, plus intégrées avec la tech d'Aix-Marseille pour développer des nouveaux projets qui vont avoir un impact positif sur la cité et aussi nous permettre d'avoir un impact sur le sportif et sur le commercial. Merci. De notre événement où la régie réalise la diffusion en ligne de tout ce que nous partageons aujourd'hui. Et je vous invite, en tant que 12e homme de cet événement, à inviter et applaudir très fort Diane Bajora, la modératrice de notre 3e table ronde, qui porte aussi un nom venu des étoiles, formation, la tech des clones, et qui va nous parler des métiers et des formations que nous aurons à l'échelle de 2031. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue autour de cette table ronde où nous allons parler de formation et de compétences. Donc, je m'appelle Diana Bajora, je suis vice-présidente de la French Tech et cofondatrice de Devidé. Et donc nous sommes le 23 septembre 2031 et il y a à peu près 30 ans, les organisations, les entreprises, les collectivités ont entamé leur transition numérique. À différentes vitesses. Il y a 10 ans de ça, la crise sanitaire du Covid-19 a durablement bouleversé l'ensemble de nos fonctionnements, de nos habitudes, et a énormément accéléré la nécessité de se digitaliser, tous secteurs confondus. L'économie s'en est retrouvée profondément bouleversée. L'éducation des enfants, puis la formation professionnelle, universitaire, ont également été impactées par la distanciation et la numérisation. Alors, quelles sont ces modifications que l'économie a subies? Quelles sont les compétences que l'on recherche aujourd'hui, en 2031? Comment forme-t-on aujourd'hui versus il y a 10 ans? Et quelles sont les attentes du public envers notre formation? Alors, pour creuser l'ensemble de ces questions, j'ai avec moi 5 invités de haut vol. Erwan, tu es directeur des études de l'Institut Sapiens et auteur du livre « Les robots, mon emploi et moi ». Bonjour Erwan. Bonjour. Laurence, tu es directrice de Simplon PACA, une école solidaire et inclusive qui propose des formations aux métiers du technique et du numérique. Bonjour. Donia Swad Amamra, tu es cofondatrice de Meet My Mama, un service de traiteur et une école qui forme les femmes de tous âges et de tous milieux sociaux
amoureuse de la cuisine et éloignée de l'emploi au métier de la restauration. Bonjour. Anaïs Preto, tu es cofondatrice de Live Mentor, une plateforme d'accompagnement à la création d'entreprises 100% en ligne. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Nathalie Bonardel, tu es professeure à Aix-Marseille Université et responsable du master ergonomie, facteurs humains et ingénierie des systèmes d'information. Également directrice de l'Institut Créativité et Innovation d'Aix-Marseille. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci. On va démarrer par Erwan. Tu prévoyais donc en 2019, il y a très longtemps, que 42% des actifs allaient voir leur métier disparaître avec le numérique. Quel est ton constat aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que quand on regarde 10 ans en arrière, on a fait quand même pas mal de chemin là-dessus. La robotisation, la numérisation a beaucoup aidé. Quand on a fait ces prévisions-là, donc notamment au sein de l'Institut Sapiens, qui est une think tank qui s'est lancée il y a 14 ans maintenant, en 2017, on essayait de détecter un petit peu les signaux faibles et les signaux forts qui montraient que les différentes technologies que les entreprises déversaient sur le marché allaient en fait tout simplement bouleverser certains métiers. On a remarqué effectivement qu'il y a 5 métiers qui ont disparu. C'est des métiers aujourd'hui qu'on rencontre plus dans des musées que dans des entreprises, hein. Les métiers de caissier, les métiers de routier, les métiers de comptable, les métiers d'assureur et les métiers de banquier sont des métiers d'agents de banque, sont des métiers qu'on ne voit plus du tout. C'est des métiers qui ont tout simplement disparu. Pourquoi? Parce que dès qu'une technologie vient concurrencer un humain dans la réalisation des tâches professionnelles, la technologie finit toujours par gagner. Ça, c'est un enseignement qu'on a depuis la fin du 19e siècle. À chaque fois qu'une technologie concurrence l'humain, elle finit par gagner. Par contre, ce qui est très intéressant, pour finir sur ce teasing, ce qui est intéressant, et on verra après pourquoi, c'est que non seulement la pénibilité du travail a disparu en partie parce qu'on a fini par la disparition de ces métiers-là, d'achever quelque part un dysfonctionnement qui était chronique sur notre marché du travail, mais surtout on a su développer des matrices de détection, là encore des profils professionnels qui allaient disparaître pour former, anticiper et accompagner au mieux les actifs concernés par cette vague de digitalisation. Donc on a fait énormément d'efforts, la crise du Covid nous a beaucoup aidé ces 10 dernières années, on a fait énormément d'efforts justement pour corriger les dysfonctionnements internes qu'il y avait et s'appuyer vraiment sur la robotique et la numérisation de nos process pour enfin avoir, on va dire, un peu plus de bien-être, un peu plus de cohésion et d'action avec la machine sur le marché du travail. D'accord, merci. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle au sein de l'Institut et sur le fonctionnement de l'Institut? Donc sur l'Institut Sapiens, donc on est ce qu'on appelle une think tank, hein, donc on est la première think tank française, on est un think tank en fait qui a pour vocation à réfléchir sur toutes les questions liées à l'évolution à la fois économique et sociale du numérique. Donc en fait on s'intéresse vraiment à tous les secteurs, hein, que ce soit le secteur du logement, de l'alimentation, le marché du travail, le marché de la monnaie, de la finance, etc. Donc on essaye d'aiguiller à la fois les entreprises et les pouvoirs publics sur non seulement essayer de comprendre un petit peu les phénomènes sous-jacents qui agissent aujourd'hui, mais aussi de proposer modestement certaines solutions pour accompagner au mieux ce mouvement. C'est pas facile, mais depuis 10 ans, on a quand même eu pas mal de réalisations là-dessus. On espère continuer à prêcher la bonne parole, et en tout cas être écouté, et c'est pour ça que c'est un plaisir d'être présent aujourd'hui. Plaisir partagé. Laurence, nous avons parlé d'illettrisme rapidement et d'électronisme, qui était un problème il y a 10 ans, donc dans la formation et vers la transition vers le marché du travail. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, de manière très évidente, il y a 10 ans, on s'est rendu compte lors du premier grand confinement, du deuxième grand confinement, du troisième grand confinement, que l'électronisme était une réalité probablement pas assez prise en considération par les entreprises, puisque très clairement, lorsqu'elles se sont trouvées en mars 2020, donc il y a une dizaine d'années de ça, face à la fermeture totale de l'entièreté des bureaux et des modes présentiels au boulot, puisqu'à l'époque, le mot présentiel, distanciel n'existait pas encore vraiment, mais sont apparus à ce moment-là. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un électronisme fort de la part de la majorité des salariés dans les entreprises, en tout cas beaucoup plus fort et beaucoup plus prégnant que celui qu'on anticipait. On parlait à l'époque, en 2020-2021, de la transformation digitale des entreprises, la transformation numérique, si on préfère utiliser ce terme-là, pour expliquer qu'il fallait absolument que les entreprises se mettent à la connaissance du numérique au sens très large. On parlait d'intelligence artificielle, on parlait de data, et on s'est rendu compte lors du premier confinement qu'en fait on parlait juste de Google, de Zoom,
de visio et de connexion Internet et d'ordinateurs portables. Et donc, il est évident que sur cette base de ces 10 dernières années, on s'est rendu compte que le besoin de connaissances de base, mais vraiment de base du numérique, était hyper important et hyper fort dans l'entièreté du territoire économique français, pas uniquement français d'ailleurs. Mais voilà, donc clairement, l'électronisme est vraiment un concept qu'on a découvert, qu'on pensait réservé à des populations qu'on dirait éloignées de l'emploi, éloignées de tout, qu'on aurait dit des gens qui habitaient un peu loin ou qui avaient une éducation, un niveau d'éducation assez bas, mais qui en fait s'est révélé être tout aussi fort dans les entreprises pour des personnes qui étaient en situation, qui avaient des postes à occuper. Et d'ailleurs, on a découvert en 2021, une étude a démontré qu'en fait, à 5 ans, donc à l'horizon 2025, 40 à 60% des salariés en entreprise, en poste à cette date-là, seraient obligés de suivre un parcours de remise à niveau au numérique pour justement leur permettre de ne pas être atteints d'une nouvelle vague d'électronisme en 2025. Donc c'est quelque chose qui est encore totalement d'actualité aujourd'hui et qui n'a absolument pas encore été taclé, qui est en train d'être taclé mais qui ne l'est pas. Merci. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes fonctions et ton activité et sur Simplon ? Alors Simplon, on existe depuis 2013. On est un organisme de formation qui formons les demandeurs d'emploi et les personnes éloignées de l'emploi au métier du web. Donc ça, on fait depuis 2013, parti sur un constat assez simple, qui est le fait que d'un côté, il y a une énorme demande dans les entreprises pour des personnes, pour des développeurs et des métiers du numérique, et d'autre part, il y a un énorme potentiel de public et de personnes en reconversion, jeunes et moins jeunes, à pouvoir être formés à ces métiers-là. Donc chez Simplon, c'est sur base de ce constat-là, on a décidé de proposer des parcours de 7 mois et de l'alternance derrière de 12 mois pour pouvoir former tout type de public au métier de demain, et on va dire peut-être métier d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est 10 ans plus tard, donc on va dire qu'on a réussi à former ces 10 dernières années énormément de milliers de personnes à ces métiers du numérique, entre autres grâce à Simplon et tous nos collègues. Merci Laurence. Donc pour passer du digital vers le manuel, tu es bien placée, Donia, pour nous en parler. Que dire de la reconversion professionnelle des personnes qui ont vu leur métier disparaître, et que dire des personnes qui ont un métier manuel ou des personnes éloignées de l'emploi ? Alors oui, donc aujourd'hui peut-être pour représenter un petit peu Meet-My-AMA, pour vraiment comprendre ce qu'on fait et pourquoi on transforme entre guillemets un métier qui est dit manuel. Donc aujourd'hui, Meet-My-AMA, c'est une entreprise sociale qui a pour mission de révéler les talents culinaires des femmes qui viennent des 4 coins du monde. Des femmes, comme tu l'as dit, qui peuvent être femmes au foyer, donc qui n'ont finalement jamais travaillé et jamais vu, entre guillemets, leur fonction du quotidien changer. Des femmes qui sont aussi en reconversion professionnelle et qui ont envie de finalement utiliser la cuisine comme un nouveau moyen d'entreprendre. Il y a des vingtaines, trentaines d'années, la cuisine était, et le choix du diplôme de passer un CAP cuisine était, entre guillemets, un peu la dernière voie qu'on choisissait. Et en 2020, travailler dans la restauration devenait un peu plus tendance. Et on a vu qu'avec le Covid, travailler en tant que restaurateur, travailler en tant que chef traiteur était un métier aux nouvelles tendances. Et ce qu'on a voulu faire, c'est d'accompagner toutes les personnes qui ont voulu se lancer à devenir chef traiteur entrepreneur. Et on a créé une formation qui n'existait pas et qui aujourd'hui, après 10 ans, continue à se développer pour les former à ce métier, avec des cours qui vont allier théorie pratique et qui vont les amener à développer des savoir-faire et des savoir-être dans le domaine de la restauration. Et on se rend compte aussi que beaucoup de personnes, nous c'est principalement des femmes qui sont âgées de 22 à 67 ans, qui ont une passion pour la cuisine mais qui n'ont pas forcément eu les outils pour pouvoir en vivre et en faire une activité principale. Et l'objectif au travers de la Mama Academy, c'est de les former, les outiller et ensuite de commercialiser leur savoir-faire. Merci Donia. Tu as évoqué le sujet de l'entrepreneuriat donc, dans le cadre de ton activité. Je pense qu'Anaïs peut nous en dire beaucoup, puisque ces 10 dernières années et même ces 20 dernières années, nous avons constaté une accélération de l'entrepreneuriat au détriment du salariat, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Donc en 2031, j'espère que l'on existe encore et plus que tout. Nous, on est nés d'une croyance dans le fait que la société française avait entamé une mutation vers une société d'entrepreneurs. Donc en 2016, lorsqu'on s'est lancé, ça semblait un petit peu étrange. Maintenant qu'on est en 2031, en 2027, on a déjà pu constater que 50% de la population aux États-Unis était freelance. Et ma foi, on nous dit, bon, vous aviez raison. Cette société d'entrepreneurs, beaucoup en parlent. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte à quel point ce phénomène va être massif. 50% de la population en 2027, c'est énorme. Ça veut dire que là, on a basiquement toute cette partie-là de la salle qui est entrepreneur ou, ce qui est peut-être plus important encore, qui va l'être à un moment dans sa vie, peut-être pas tout le temps. Il y a cette notion aussi de rupture et d'alternance entre les statuts. Mais en tout cas, on est dans une société dans laquelle l'entrepreneuriat est quelque chose de beaucoup plus majoritaire. Ça pose énormément de questions. En termes de formation, ça pose la question de tout simplement ce à quoi on forme les personnes. Historiquement, on a un modèle dans lequel on vient, c'est un petit peu une sorte d'usine, avec pas mal de gâchis, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est une usine dans laquelle on vient pour se transformer en un professionnel en faisant l'acquisition de compétences très professionnelles dans un métier spécifique. Ça pose des questions, d'abord sur effectivement la possibilité de reconversion, donc le fait de changer ces compétences-là, puisqu'il y a de fortes chances pour que les parcours soient beaucoup moins linéaires et qu'on ait besoin d'alterner entre différents types de formations, certainement plus courts, certainement plus flexibles. Mais ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on apprend pour préparer des personnes à un monde dans lequel la linéarité sera beaucoup moins simple, et ça pose certainement la question de faire l'acquisition de compétences qui sont plus simplement des compétences professionnelles, mais également des compétences qui frisent avec le personnel, puisque lorsqu'on est entrepreneur, ce qu'on doit développer pour réussir son entreprise, pour réussir aussi en tant que personne, c'est pas juste le fait de savoir spécifiquement faire des Facebook Ads si vous êtes dans le marketing digital, c'est aussi le fait de développer tout un tas de compétences qui sont plus du domaine des soft skills, du développement personnel, pour être à l'aise avec l'ambiguïté, ce qu'on ne va pas du tout nous apprendre à l'école par exemple. Et ça va être également d'autres compétences paraprofessionnelles ou parapersonnelles, comme comment est-ce que j'appréhende ce que je déléguais autrefois, comme la constitution de mon patrimoine, comment est-ce que j'appréhende des choses comme ma prévoyance, comment est-ce que j'appréhende des choses comme ma stratégie de vie plus financière à long terme, ce qui aujourd'hui étaient des choses qui étaient complètement déléguées, puisque l'école nous apprenait plutôt à être salariés, et c'est pas très grave, c'était la norme, mais qu'on va devoir apprendre à gérer nous-mêmes. Donc tout un tas de challenges qu'apporte en bon français cette mutation. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité et de Live Mentor ? Live Mentor, on est le premier programme d'accompagnement 100% en ligne à la création d'entreprises. On opère depuis 2016 dans toute la France, avec un modèle 100% en ligne dès le début. Aujourd'hui, on semble un peu d'une banalité affligeante, mais à l'époque, c'était un peu bizarre de faire du en ligne. Et on a choisi de faire ça pour être le plus inclusif possible. On souhaite donner à quiconque la chance de pouvoir bénéficier d'un accompagnement entrepreneurial de qualité. Donc on a la chance, par exemple, d'avoir 2/3 de femmes dans nos cohortes, ce qui est 2 fois plus que la moyenne nationale, ou d'avoir 80% de nos entrepreneurs qui sont en dehors des grandes villes. Donc très inclusif, on a accompagné plus de 14 000 personnes depuis 2016 et on vient de réaliser une levée de fonds de plus de 10 millions d'euros pour continuer à soutenir cette activité. Donc je remercie ceux qui nous ont fait confiance. Merci Anaïs. Tu as évoqué l'importance des soft skills dans l'entrepreneuriat et plus généralement dans l'auto-branding, peut-être, si on peut l'appeler comme ça. Nathalie, qu'est-ce que tu peux nous dire justement des soft skills et de la créativité dans le monde professionnel ? D'accord. Bien, en 2031, je pense qu'on a fait le constat de plus en plus marqué de la nécessité des soft skills qu'évoquait Anaïs, qui déjà a été mise en avant par l'OCDE dès 2018. Donc, dans les soft skills, on va trouver la créativité, comme tu l'indiques, mais également l'esprit critique, la collaboration, la communication. Et de ce fait, pour rebondir un petit peu sur le sujet précédent, au niveau des formations, il y a eu un réel défi de trouver des moyens, des modalités pédagogiques adaptées à chaque individu. On en est arrivé à une personnalisation des enseignements de façon à tenir compte des aspirations de chacun. Et ça a constitué de vrais défis, aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau des développements techniques pour favoriser notamment des apprentissages qui ne sont plus uniquement en présentiel, mais également à distance, et puis qui peuvent avoir lieu de façon formelle, non formelle ou informelle selon les contextes. Donc ce sont des défis qui ont dû être l'objet de travaux à la fois de recherche en lien avec la formation et les partenaires socio-économiques.
Merci. Est-ce que tu peux nous parler de tes multiples casquettes, de tes activités? Avec plaisir. Donc, compte tenu de ces défis, en fait, un institut avait déjà été créé en septembre 2019, donc avant la crise sanitaire de mars 2020. Et son objectif était d'étudier les facteurs, les processus impliqués dans la créativité et dans l'innovation, de façon à accompagner des développements d'innovation dans les champs de la santé, du secteur de la santé, du travail et de l'éducation. Et donc, compte tenu du contexte sanitaire, de la crise de 2020 et des crises qui se sont poursuivies, eh bien, un rôle majeur a été joué par les acteurs faisant partie de cet institut, puisque cet institut regroupe 17 laboratoires de recherche dans des champs disciplinaires très variés. Je ne vais peut-être pas tous les citer, mais il y a de la psychologie, des sciences de gestion, des neurosciences, de la médecine, etc. Donc désolée pour tous ceux que je ne cite pas volontairement, mais on pourra y revenir par la suite. Et de ce fait, un travail collaboratif a eu lieu pour trouver des moyens de développer les compétences créatives et puis également de les mettre en œuvre, non seulement dans le cadre d'une compréhension qui pourrait être fondamentale, mais aussi dans le cadre de projets appliqués en collaboration avec des partenaires du monde socio-économique. Merci beaucoup. Je propose que l'on plonge dans le vif du sujet. Donc, la question qui nous brûle les lèvres, c'est en 2031, quelles sont les compétences et quels sont les profils les plus recherchés sur le marché du travail ? Alors, il y a effectivement la question des soft skills, elle est importante et je ne vais pas répéter ce qui a été dit aujourd'hui, mais en fait, on s'est rendu compte au détour des années 2021 qu'on avait à la fois deux problèmes. On avait un premier problème qui était un mal d'ailleurs qu'on a réussi à endiguer depuis, qui était le problème des NEET. Donc les NEET sont malheureusement ces jeunes, on parle de 13% d'une classe d'âge qui sortent chaque année du système sans aucune qualification et formation. Et d'un autre côté, on avait une surabondance de formation qui ne menait à pas grand-chose. Rappelez-vous, en 2021, on continue de former chaque année près de 20 000 comptables alors qu'on savait très bien que ce métier était condamné. Donc ce qui est intéressant de voir la façon dont ça a évolué depuis, c'est qu'on a su non seulement personnaliser l'enseignement, mais on a su aussi détecter d'autres compétences, les fameux soft skills. Là où on a pu justement avoir du recul par rapport à 2018 quand l'OCDE a commencé à en parler, c'est qu'on a commencé à définir ce qu'il y avait derrière ce terme soft skills. Parce que beaucoup de personnes, tout le monde aujourd'hui parle des soft skills, peu de personnes aujourd'hui sont capables de vraiment les définir avec précision. Et de ce flou-là, beaucoup en profitent pour en faire un argument purement marketing. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a une hiérarchisation. Il y a trois types de soft skills. Les premiers, ça a été les compétences comportementales. Tout simplement, c'est le fait de savoir dire bonjour en regardant dans les yeux, savoir nouer une cravate, savoir se présenter à l'heure à un entretien. Et ça, c'est des compétences qui, malheureusement, n'étaient pas détenues par beaucoup de nos concitoyens et qui, en fait, ne s'apprennent pas à distance. Et donc, du coup, ont dû être appris tout simplement en présentiel. D'ailleurs, on peut dire qu'après l'attaque des clowns, ça a été quelque part la revanche du site, parce qu'on est revenu sur place pour pouvoir justement apprendre ce genre de formation-là. Deuxième niveau hiérarchique, ça a été quelque chose qui concernait les compétences comportementales. Le fait de savoir justement interagir avec autrui, travailler en groupe et prendre la parole en public. Et troisième niveau, là c'était un niveau presque d'élite, et c'est d'ailleurs dommage parce que c'est par là où on a commencé en 2018, c'était les compétences remarquables, qui sont liées à la créativité, à la capacité d'être autonome, etc. Donc là où ça a été intéressant, c'est qu'on a détecté, il y a plus de 15 ans, l'importance des soft skills, mais on a su affiner cette détection-là pour hiérarchiser des niveaux et pour avoir une différenciation dans la façon dont on allait inculquer ces différents soft skills. Donc en fait, les soft skills, la réalité des soft skills est une réalité vraiment protéiforme. Et c'est en ça, je pense, qu'on a réussi à faire ces 10 dernières années énormément de bien, parce qu'on sait que ça a été des compétences qui étaient très recherchées par les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles y voyaient la capacité d'adaptation d'un actif face à un marché du travail ou une compétence technique très technique. Aujourd'hui, il a une durée de vie de 4 à 5 ans. Elles pouvaient justement, avec ces soft skills, avoir une base pour permettre à leur actif d'apprendre des choses complètement nouvelles en l'espace de quelques semaines. Et donc, c'est en ça, je pense que ces 10 dernières années, grâce notamment aux acteurs présents à côté de moi, on a réussi à faire énormément de choses qui vont dans le bon sens et qu'on a su, en fait, tout simplement encore résoudre un autre dysfonctionnement de notre marché du travail. Et est-ce que la formation à distance a contribué à l'accessibilité justement de ces publics à tout type de formation, et quid de l'inclusivité, donc de la formation? Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler d'électronisme? Et s'il y a encore des inégalités, comment parvenir à des égalités sur le plan de la formation?
Pour reprendre sur le point de l'électronisme, il est évident qu'en 2031, l'électronisme existe encore. On n'a pas réussi à tacler l'entièreté de toutes les poches qui existent encore. Les personnes âgées, entre autres, font toujours partie des personnes qui sont les moins formées. Il est évident que ces 10 dernières années, il y a eu d'énormes efforts de médiation numérique et d'amener le numérique vers les personnes, puisqu'on s'est rendu compte que les personnes n'allaient pas vers le numérique. Donc il y a eu vraiment un travail d'aller les chercher, mais il est évident qu'on continue à devoir les chercher. Et il y a probablement également une autre problématique aujourd'hui qui s'est marquée sur ces 10 dernières années. On doit être à la COP 33 ou 34, et de se rendre compte que du coup, par rapport au numérique, il y a aussi tout l'impact que le numérique a aujourd'hui sur la planète et sur le monde dans lequel on vit, dans lequel nos enfants vivent. On en parlera tout à l'heure des enfants, mais dans lesquels nos enfants vivent. Et très clairement, il y a cette problématique-là aussi qui est importante. Donc non seulement il y a l'accessibilité du numérique, mais il y a également le fait d'avoir un numérique responsable et qui ne mange pas l'entièreté des réserves énergétiques de la planète, qui sont de plus en plus limitées. Donc c'est vraiment les deux défis auxquels nous on est confrontés aujourd'hui en 2031 par rapport justement à la formation à distance, en présence, parce que tout ça demande bien entendu des dispositifs qui prennent énormément d'énergie et de temps, d'où l'importance d'un numérique responsable. Je vais peut-être passer... Non, mais juste pour rebondir... rappelons-nous aussi qu'en 2020, quand il y a eu la crise, on a dû tous s'adapter au numérique. Le numérique, ça voulait pas seulement dire avoir un ordinateur, aller sur Google, mais ça voulait aussi dire faire toutes mes démarches administratives. Nous, par exemple, on avait des mamas qui n'avaient plus de revenus, et aujourd'hui, si on ne sait pas aller sur Internet, si on ne savait pas aller sur mon compte impôts.gouv.fr, si on ne savait pas faire toutes ces démarches-là, on se retrouvait finalement sans aucune aide. Donc le 2020 nous a permis de développer des modules et d'aller encore plus loin sur les accompagner sur ouvrir un compte, etc. Aujourd'hui, ça a avancé, mais il faut continuer puisque ça prend aussi du temps. On a aussi tendance à se dire, voilà, c'est bon, on a un atelier, on montre comment on utilise un ordinateur, ça va. Non, ça nécessite du temps, ça nécessite de la pratique, donc en ligne, en présentiel. Et surtout, le digital a transformé toute l'entreprise. Quand on monte une entreprise, et je pense que tu pourras en reparler juste après, mais quand on monte une entreprise, on a besoin, rien que pour ouvrir son entreprise, ça se fait sur Internet. Donc il y a eu des progrès, mais on doit aller encore plus loin. Et dans des secteurs comme la restauration, tout se digitalise aussi. À l'époque, on utilisait beaucoup les feuilles. Donc par exemple, dans une cuisine, pour gérer tout ce qui est température, c'était des feuilles. Aujourd'hui, ça devient digital. Donc il faut vraiment aller encore plus loin. Et on se rend compte que tous les secteurs se digitalisent énormément. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais avec des acteurs comme on a aujourd'hui, on espère que l'électronisme ne touchera plus de 2 millions de Français, mais déjà la moitié dans les prochaines années. N'hésitez pas à rebondir si vous voulez, à tout moment d'ailleurs. En termes de type de formation, ou du plus généraliste au plus spécialisé, comment est-ce qu'on se forme en 2031 ? Est-ce qu'on se forme encore à des métiers ? Est-ce qu'on a des modules ? Comment on se forme en 2031 ? Alors, on a complètement inversé la pyramide de formation où on avait un enseignement qui était très spécialisé très tôt. Rappelez-vous, on demandait dès la fin de la 3e à l'époque de savoir est-ce que tu veux faire du général ou du professionnel. Heureusement, la réforme de 2025 a stoppé ça. Faut se rappeler qu'on était enfermé dans un métier, on devait choisir un métier dès l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, les formations générales, les formations jusqu'au bac et les formations universitaires sont des formations qui restent extrêmement généralisantes parce qu'elles ne veulent plus être professionnalisantes, elles veulent être apprenantes. Et c'est en ça que c'est très intéressant quand on parlait justement avant des 3 niveaux des soft skills, que ce soit l'enseignement initial, l'enseignement supérieur ou l'enseignement continu, mettre vraiment le paquet justement sur la capacité d'un actif, la capacité d'un futur actif à acquérir justement toute cette mallette de compétences. Et c'est en ça, je pense que ça a été un nouvel espoir pour l'employabilité, parce qu'on a su justement, en adaptant complètement la façon dont on formait, d'avoir en fait quelque chose. On a arrêté de se former uniquement dans les écoles, grâce justement à nos smartphones, grâce justement tout simplement à la gamification qu'on avait autour. On pouvait se former en rentrant justement du boulot ou en rentrant de sa formation sur une petite compétence, sur un certain module, apprendre aussi. On a retrouvé aussi la notion de connaissance. Malheureusement, on parlait beaucoup de compétences, mais la notion de connaissance a aussi été quelque chose avec lequel on a renoué ces dernières années. Donc on a su en fait tout simplement avoir une fongibilité parfaite entre les temps de loisirs et les temps de formation. Et je pense que c'est en ça qu'on a réussi à
transformer vraiment la formation et ne plus voir ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit bien, vous avez vu la dernière musique du groupe de rap en vogue chez les enfants, qui est sortie en 2029. Maintenant, l'école, on dit j'aime l'école et merci Charlemagne. Et c'est plus. On a vraiment, en fait, on a vraiment réussi à transformer l'école comme quelque chose de vraiment très agréable pour tous les profils. Et ça, je pense que c'est très important. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, nous, je me souviens en 2018-2020, quand on parlait de Simplon et que Frédéric Bardot, le président de Simplon, parlait du fait d'apprendre à apprendre, qui était quelque chose que tout le monde regardait de manière un peu étonnante. Aujourd'hui, on est en 2031 et on apprend à apprendre et c'est devenu la norme. Donc on est assez fiers d'avoir été précurseurs de ça. Et juste, après je laisse la parole rapidement, en une phrase aussi, en 2031, on se rend compte aussi que c'est les compétences qui comptent et pas forcément le nom de l'école ou du diplôme. Et on arrive enfin à une société où c'est ce qu'on sait faire qui compte et pas d'où est-ce qu'on vient. Et en 2031 aussi, on a simplifié quand même assez majoritairement beaucoup de débats un petit peu stupides. On s'en rend compte maintenant, on peut en rigoler, mais bon, on rigole bien quand on voit tous les débats de 2019, 2020, 2021 sur qu'est-ce que de la formation, qu'est-ce que du coaching, qu'est-ce que du consulting. Oh mon Dieu, il faut vraiment mettre un grand silo entre tout ça parce qu'il ne faudrait surtout pas mélanger. Et on se rend compte qu'au fond, on s'intéresse surtout aux résultats et que pour évoluer dans ce monde qui s'est complexifié, on a besoin de mélanger un petit peu les trois. Et un autre point également, on a aussi, je pense, arrêté de séparer les ministères. On s'est peut-être affranchi de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur de l'autre. Et on s'est dit, bon, au final, si on doit accompagner des humains dans leur développement, peut-être qu'il faudrait avoir une réflexion peut-être un peu plus linéaire cette fois et un peu plus inclusive pour avoir une continuité dans les parcours qui permettent de ne plus trouver ça étrange d'avoir des adultes qui retournent à l'école et de penser le processus de formation dès le départ en décloisonnant. J'espère qu'on sera beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Oui, j'ai envie de rebondir, bien entendu, sur cet aspect-là qui est majeur, le fait de permettre à chacun de se former lorsqu'il le souhaite, dans une direction qui lui convient compte tenu de ses aspirations. Et parmi les soft skills que l'on évoquait tout à l'heure, je pense que la créativité est devenue vraiment quelque chose de transversal, c'est-à-dire que dès la crise sanitaire de 2020, les médecins ont dû faire preuve de créativité, tous les personnels soignants pour s'adapter à un contexte inattendu, mais ça a été le cas aussi des enseignants, des élèves, des étudiants, des professionnels qui étaient engagés dans des programmes de formation continue, tout le monde a dû s'adapter. Et en 2031, il y a encore un défi qui subsiste, c'est celui de la silver economy, c'est-à-dire les personnes âgées, leur maintien si possible à domicile, vu que de toute façon il y a des soucis en termes de structure d'accueil. Et là, la créativité apparaît comme quelque chose de transversal, c'est-à-dire qu'on met en place, par exemple, des ateliers de créativité, si je reprends l'exemple de la Silver Economy, qui implique des personnels soignants, des aidants naturels, des seniors qui sont eux-mêmes engagés dans ce que sera leur avenir, même en 2031, des problèmes subsistent. Et de ce fait, il apparaît central de pouvoir former les apprenants, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent développer leurs compétences créatives en partant de l'idée que tout le monde peut être créatif. Mais par contre, l'idée, ce sera d'accompagner les individus en tenant compte de leur profil, en analysant, par exemple, les facteurs cognitifs, mais aussi les facteurs conatifs, c'est-à-dire les traits de personnalité, la motivation, les facteurs émotionnels, et puis jouer sur les facteurs environnementaux pour créer des conditions qui vont permettre à des publics variés d'acquérir des compétences en fonction de leurs objectifs. Voilà. Et justement, quels sont les rôles des différents acteurs en présence aujourd'hui en termes de formation? C'est-à-dire quelles sont les impulsions personnelles justement pour se former? Qu'est-ce qui vient de l'éducation nationale? Qu'est-ce qui vient du privé? Est-ce que ça vient des entreprises? Anaïs, tu évoquais le fait d'enlever les barrières et de faire fusionner les mots et les concepts. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je pense que ça s'inscrit dans une tendance qu'on voyait en 2020-2021 de dérégulation de l'accès ou de libéralisation, de responsabilisation de l'individu par rapport à sa formation. On l'a vu en 2021 dans la formation professionnelle depuis 2018 avec le CPF notamment qui certainement n'existe plus en 2031 mais quelque chose qui est considéré comme normal, le fait de permettre aux actifs de s'autodéterminer et surtout de pouvoir le faire de façon égalitaire, puisque c'est un problème historiquement qu'on a eu dans ce qu'on appellerait presque le Moyen-Âge dans les années 2010,
avec des énormes inégalités d'accès à la formation pour les adultes. Ça, c'est quelque chose qui est complètement révolu et je pense que ce mouvement de libéralisation ou de responsabilisation, parce que j'aime pas trop le premier terme, qui va déporter au maximum la capacité de se former et de s'autodéterminer vers l'individu est quelque chose qu'on va continuer à voir. Mais ça ne dépend pas que de nous, il y a de grandes choses politiques derrière tout ça, et j'espère que c'est une tendance qu'on verra de façon graduelle dans jusqu'aux années 2031. Quels seront le rôle des écoles et des structures comme Meet My Mama et Simplon dans cette évolution et dans le fait d'impulser de l'innovation dans la formation? Le rôle de Meet My Mama, c'est avant tout de créer des rôles modèles. Pour nous, les mamas sont les rôles modèles de demain, d'aujourd'hui et de demain. Et au travers de leur formation, on a tout un pilier autour de la responsabilité, puisqu'on estime que c'est un droit pour elles, mais aussi un devoir de prendre en compte tous ces enjeux quand elles décident de monter leur entreprise. Et aujourd'hui, on travaille énormément quand elles commencent sur leur raison d'être. On n'a pas envie d'avoir des mamas qui ont créé simplement une entreprise traiteur. On a envie d'avoir des femmes qui créent une entreprise traiteur responsable, qui comprennent vraiment tous les enjeux quand il s'agit d'environnement, le choix de mon packaging, comment je vais optimiser ma cuisine pour pouvoir gaspiller le moins d'eau possible, comment je vais transmettre ces valeurs aux personnes qui vont goûter, aux personnes qui vont acheter, et notamment aux entreprises qui aujourd'hui font appel à nous. On est vraiment dans un objectif d'éduquer, entre guillemets, la société, les entreprises, et faire que tout le monde puisse avoir les bonnes informations au bon moment pour pouvoir être acteur du changement et surtout de pouvoir transmettre les valeurs aux nouvelles générations. Aujourd'hui, les mamas, c'est ce qu'elles adorent faire, c'est apprendre et surtout transmettre au travers de leur cuisine, de leur savoir-faire, de leur culture. Et le fait de devenir des femmes responsables avec un grand R, ça permet de faire de cette société une société plus inclusive, plus durable et plus responsable. Oui, j'en ai touché un mot un tout petit peu avant, mais très clairement, en 2031, chez Simplon, nous, on a la fierté de pouvoir dire qu'on forme des développeurs qui sont certifiés, éco-responsables, c'est-à-dire que tout le développement qui va être fait sera fait, bien entendu, dans la gestion des données qui se sont démultipliées ces 10 dernières années de manière exponentielle, de manière évidemment totalement responsable. Et on s'est également tourné vers quantité de métiers environnementaux, donc moins vers la data, moins vers le code en tant que tel aussi, mais vers des métiers aujourd'hui qui sont demandés, que ce soit vers la permaculture, la gestion intelligente de l'agriculture, de la nourriture, de la cuisine, enfin dans tous les domaines aujourd'hui. La donnée, le code et on va dire l'économie traditionnelle, celle de 2020-21, la santé, enfin on l'a vu lors de la pandémie, très clairement se mélange et se mélange d'autant plus. Donc il faut bien entendu une interactivité entre les personnes qu'on forme techniquement et bien entendu tous ces domaines. Et aujourd'hui, il y a vraiment une espèce d'énorme masse mélangée et intégrée plutôt que des silos qui fonctionnaient encore fortement comme ça il y a une dizaine d'années. En parlant d'enjeux environnementaux et sociétaux qui sont de plus en plus intégrés aux formations, est-ce que vous voyez d'autres éléments qu'on gagnerait à inclure et qui ont été inclus dans l'éducation nationale, dans les formations universitaires, dans les formations professionnelles, qui sont devenus maintenant des briques incontournables et auxquelles on ne pensait pas être très importants en 2021, ou qui commençaient tout juste à être inclus, comme je pense à l'anglais en fait, qui a toujours existé dans le système scolaire, mais jamais au point en tout cas en France, d'amener nos étudiants à être complètement bilingues à l'issue de leur scolarité. Et je pense notamment à des skills comme le code. Est-ce qu'aujourd'hui on est codeur dès l'école, dès le collège? Est-ce qu'on est bilingue? Est-ce qu'on se forme aux enjeux sociétaux? Est-ce qu'on tient compte justement de la responsabilité individuelle, sociétale? Est-ce qu'on pense à l'environnement? Comment ça a évolué? Pour le code, je vais peut-être commencer pour le code, très clairement, on s'est rendu compte, on a voulu, entre 2015 et 2020, l'inscrire en 2021, l'inscrire au programme du collège de l'école. Ça a été fait, comme souvent, avec l'éducation nationale, je m'excuse pour ce que je vais dire, mais mal. C'est-à-dire qu'on a demandé à des professeurs qui n'étaient pas formés de donner des cours de code, de donner des cours de Scratch, avec tous les dommages collatéraux que ça a pu donner, c'est-à-dire dégoûter des générations entières d'enfants et de filles, d'ailleurs particulièrement, pour ce type
de métier parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait c'était enseigné par des professeurs à qui qu'on avait tout simplement obligé de prendre ces matières-là, et donc de fait c'était ni la faute spécialement des professeurs, mais c'était, on va dire, un ensemble de choses. Et on a compris aujourd'hui en 2031 qu'en fait il faut absolument d'abord que ces matières-là soient intégrées et fassent partie d'un cursus complet de la part des professeurs et des personnes qui enseignent dans le programme, et qu'une fois qu'on intègre en fait du code, de la donnée, de l'algorithmie, parce que l'algorithmie reste finalement quelque chose de mathématique assez basique et assez simple dans l'entièreté de toutes les matières, puisqu'aujourd'hui on peut trouver de l'algorithme dans toutes les matières, et bien à partir de ce moment-là, comme par hasard, les filles sont revenues un peu plus vers les métiers techniques, se sont réintéressées un petit peu plus à la science, et on s'est rendu compte que finalement c'était quelque chose qui était beaucoup plus intégré dans l'ensemble des formations. Et on parlait avant de la nécessité de casser les barrières entre la partie plus éducation personnelle et éducation professionnelle. Et il y a certainement une troisième dimension dans cette dimension environnementale, c'est le fait de concevoir l'homme non pas seulement comme un travailleur, non pas comme un individu, mais aussi comme un citoyen. Et je pense que la formation dès le plus jeune âge doit prendre en compte l'éducation à des mécanismes qui permettent de se saisir d'enjeux qui ne sont pas forcément professionnels ou juste personnels, qui sont certainement des enjeux qui nous dépassent, des enjeux sociétaux. On a vu émerger il y a 10 ans, en 2020, des initiatives autour de la démocratie participative où les individus ne pouvaient pas nécessairement attendre que l'État ou que d'autres personnes tout simplement se saisissent de ces sujets pour agir. Et ça, c'est des choses qui, je pense, doivent être incluses. Le fait d'aider à s'autodéterminer, d'aider à prendre des sujets sans forcément avoir à déléguer à une puissance supérieure, ça, c'est des choses qui, à mon sens, doivent être intégrées dans les parcours en faisant disparaître les barrières qu'on pouvait observer autrefois entre la citoyenneté, le côté personnel et la vie professionnelle. Juste sur ce dernier point, il y a quelque chose qui a été intéressant aussi ces 10 dernières années, c'est sur le côté citoyenneté, c'est aussi l'éducation numérique. Mais numérique dans toutes ses facettes, notamment l'éducation aux réseaux sociaux. On a remarqué effectivement en 2020-2021, on avait une prolifération à l'époque, rappelez-vous, de différentes fake news, et que ce soit effectivement des images, des images qui étaient tronquées, etc. Donc on avait un rapport à la vérité qui était transformé. Et en fait, par la formation, on a su justement dès le plus jeune âge en fait inculquer une certaine hygiène numérique et apprendre en fait tout simplement aux jeunes citoyens dès le plus jeune âge à remettre non seulement en question l'information quand ils la voyaient pour se poser la question de la véracité ou non des propos, mais aussi derrière d'apprendre justement de ne pas être totalement dépendant des réseaux sociaux. Ces 10 dernières années, beaucoup de pédopsychiatres et de neurosciences scientifiques nous ont alertés justement sur les différents dangers que ça pouvait avoir. Mais en fait, on a réussi là aussi dès le plus jeune âge en apprenant à ne pas tomber la tête la première, mais en voyant ça comme un outil et pas comme justement une pure béquille cognitive, à justement apprendre à dompter ces réseaux-là et ne plus en être totalement dépendant. Et je pense que au-delà c'est ça aussi qui a fait que la citoyenneté, on a pu avoir une société un peu plus apaisée ces 10 dernières années grâce à ça. Et je pense là aussi l'éducation, la frontière entre éducation et formation étant poreuse, on a su justement former aussi des citoyens en plus que des futurs actifs. Et le côté citoyen digital est, je pense, aussi quelque chose qui doit encore beaucoup être traité. Et je parle notamment au phénomène de cyberharcèlement et de santé mentale de nos jeunes sur les réseaux sociaux. Et il y a énormément de data sur le sujet maintenant. Je pense que ça aussi, ça doit faire partie des éléments qui doivent être intégrés dans la notion de citoyenneté, puisqu'on ne peut plus vivre sans digital et puisque notre jeunesse est greffée à son smartphone dès sa naissance. Justement, cette jeunesse, donc cette génération alpha qui arrive bientôt sur le marché du travail. Donc la génération alpha née dans les années 2010, qui devra donc cohabiter avec la génération Z, sortie sur le marché donc au cours de ces 20 dernières années, qui était déjà très intégrée digitalement, très réseau social et où en fait la totalité de la vie se passe et se traduit en fait à travers les réseaux sociaux. Cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui de nos formations? Qu'est-ce qu'elle veut?
Moi, je crois qu'il y a eu un moment vraiment cap entre les alphas et les Z. C'est lorsque les alphas se sont rendus compte que le téléphone n'était pas une boîte à images, une boîte à musique, comme c'est le cas en fait encore de la génération Z aujourd'hui, et qui, partant du principe qu'il a un téléphone portable dans les mains, s'imagine que tout ce qu'il voit dans ce téléphone portable, même s'il interagit un petit peu, est la réalité. Là, je rebondis sur ce qu'Erwan disait juste avant, sur le fait qu'il y a eu ce besoin de comprendre que la donnée, l'information était quelque chose qui se vérifiait, qui se contrôlait et qui avait une valeur à être, enfin, la valeur devait être prouvée. Et la grosse différence en effet entre les alphas et les Z sont à ce niveau-là. C'est qu'en effet, les alphas, ils ont compris qu'il fallait regarder tout ça avec énormément de critique, avec un œil critique, et ils ont été formés pour pouvoir prendre ça en considération. Ce que malheureusement les Z ont eu un peu moins et ont dû payer pendant quelques années de par justement les cyberharcèlements et les différentes choses que tu as mentionnées juste avant. Justement sur cette notion d'avoir accès aux réseaux sociaux, d'avoir accès au digital et d'être en mesure de travailler, de le considérer comme un outil de travail. Est-ce que le fait d'avoir un smartphone aujourd'hui comme il y a 10 ans, c'est synonyme de compétences digitales? Oui. Il y a cette problématique, je pense qu'on a découvert en 2020 qu'il ne suffisait pas d'avoir un téléphone portable dans les mains pour être capable de l'utiliser. Je pense que c'est à ça que je faisais référence il y a 2 secondes, mais il est évident, et on l'a vu en tant que, lorsque j'étais professeur, je me rendais compte que j'avais des jeunes d'une vingtaine d'années qui étaient dans des cours de marketing digital, et par le fait qu'ils avaient un téléphone portable, tout le monde s'imaginait qu'ils étaient capables de devenir ou community manager ou responsable de digital, quoi qu'il soit. Alors qu'en fait, ils étaient probablement beaucoup moins compétents dans le digital qu'une, 2 ou 3 générations plus âgées. De fait, on s'est rendu compte depuis ces 10 dernières années que c'était le cas, et donc on a mis justement un peu le paquet pour faire en sorte que la formation soit intégrée totalement par rapport, dès le plus jeune âge, à comment fonctionne. Enfin, ça n'est pas la boîte à images, le téléphone, comme je disais plus tôt, c'est pas la boîte enchantée, et qu'il y a quelque chose qui se programme et qui se décide derrière. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu pas mal d'études par rapport à ça qui ont été faites. Comment se positionne d'ailleurs Meet My Mama sur l'accès au digital des mamas On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais oui, aujourd'hui, le portable devient un petit peu l'outil principal pour gérer son entreprise. Et nous, ce qu'on a remarqué, notamment dans les années 2020, mais aussi aujourd'hui, c'est que même on a des mamas, par exemple, qui ne savaient pas lire ni écrire, mais qui, avec une interface simplifiée, un UX simplifié, pouvaient quand même gérer leur entreprise, gérer leurs commandes, etc. Donc plus que l'accès au digital, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi l'adapter à tous les besoins. Et encore une fois, vraiment se dire que tout le monde ne se ressemble pas et qu'il faut réussir à tout faire pour que tout le monde puisse prendre ce chemin du digital, mais avec les bons outils pour le comprendre. Et à titre d'exemple, on a remarqué que toutes les mamans qui ne savaient pas lire, mais savaient utiliser Facebook. Et donc on a créé une interface comme Facebook pour qu'elles puissent rejoindre des communautés et échanger entre elles et s'inspirer entre elles. Merci Anaïs, tu confirmes que le smartphone est toujours l'outil de prédilection de l'entrepreneur Oui. Oui. Parfait. J'ai pas vraiment de vision prospective là-dessus, autant que mes collègues. Parfait. Pour revenir à notre jeunesse, donc cette génération alpha qui se forme et qui arrive sur le marché du travail, est-ce que, et on va conclure là-dessus notre table ronde, les métiers de prédilection, les métiers d'avenir de cette génération, est-ce que nos jeunes veulent se former par passion? Est-ce qu'ils se forment par obligation? Est-ce qu'ils suivent des courants économiques parce que c'est là que se crée l'emploi? Comment ça se passe? Alors, déjà, il faut savoir que la vague de destruction d'emplois qu'on a connue ces 10 dernières années, depuis 2020, elle n'a pas du tout engendré une grande période de chômage comme on pouvait l'avoir, parce que dès que la technologie détruit un emploi, elle en crée 2 emplois à côté. On a détruit énormément d'emplois pénibles, ce que j'expliquais avant, mais on a recréé énormément d'emplois, notamment liés à l'empathie, liés au contact humain. D'ailleurs, c'est marrant de voir que là où certaines entreprises ont détruit des postes, par exemple, de caissier ou d'hôtesse de caisse, ils ont recréé derrière des postes de personnel d'accueil dans les magasins. Parce qu'en
fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus en plus de contacts humains. Et donc, du coup, on est passé à des métiers qui étaient sous-évalués, sous-valorisés et sous-qualifiés, à des métiers qui sont extrêmement bien valorisés, extrêmement bien payés, extrêmement bien qualifiés. Parce que, tout simplement, on leur apprend, en fait, à agir et à avoir cette empathie-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est aussi encore plus intéressant, c'est qu'on a réussi, par la personnalisation quelque part de la formation, par tout ce qui vient d'expliquer brillamment par mes camarades ici, on a réussi tout simplement à créer un monde où on ne se forme pas uniquement pour un métier, on ne se forme pas uniquement pour un secteur, on se forme en fait tout simplement pour une envie. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, la génération alpha, mais comme les autres générations avant, avait certaines aspirations, et on a tous connu justement les gens qui voulaient devenir archéologues ou pompiers quand ils étaient petits et qui finalement finissent consultants ou banquiers d'affaires, un peu frustrés tout au long de leur vie. Cette frustration est terminée. Parce qu'en fait, tout simplement, ils ont su continuer dans un marché du travail en pleine évolution et en pleine mutation, à trouver leur place ou alors à la fabriquer eux-mêmes. Et c'est pour ça que la formation part en plus la transformation de notre système éducatif, basée beaucoup plus sur la personnalisation et la gamification, parce qu'on a enfin compris que tous les profils n'étaient pas pareils, que tous les enfants n'apprenaient pas de la même façon et tout le monde n'avait pas besoin des mêmes stimuli pour justement apprendre. On a réussi en fait à le transformer en un jeu dans lequel en fait tout le monde allait être le propre héros de sa propre carrière professionnelle. Et c'est en ça justement que je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose de très intéressant et on a réussi à faire en sorte que la génération qui suit la génération des alphas soit pas une génération bêta. Et peut-être juste pour rajouter, je dirais aussi on a réussi à former une génération qui va comprendre sa raison d'être, son pourquoi et sa mission entre guillemets sur Terre, j'ai envie de dire. Et c'est des jeunes qui savent pourquoi ils font les choses. C'est pas seulement apprendre pour apprendre, mais c'est comprendre, apprendre et ensuite mettre en pratique par passion, on l'espère aussi à 100%. Mais c'est en tout cas des jeunes qui savent pourquoi ils font les choses, comment ils vont les faire, jusqu'où ils vont aller, et des jeunes qui ont une vision finalement d'eux-mêmes et de leur vie en général. En ce qui concerne la personnalisation, c'est effectivement devenu au centre de toute démarche pédagogique, de formation, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'on pourrait rajouter aussi, en lien peut-être avec la digitalisation, c'est l'évolution en fait des modalités pédagogiques qui se sont développées évidemment à distance ou en hybride, en tout cas avec différents types de formats, et qui ont amené finalement à repenser le rôle de l'enseignant et de l'apprenant en introduisant d'autres partenaires, d'autres interlocuteurs qui peuvent être des avatars dans un environnement virtuel, des robots, des hologrammes. Et de ce fait, on a assisté finalement à une préparation à un autre type de société permettant en fait une meilleure coopération humain-machine de façon générale. Ce que je trouve extrêmement encourageant dans cette nouvelle génération qu'on commençait déjà à voir sur la génération Z, c'est la quête de sens et l'envie, lorsqu'on arrive en entreprise, d'avoir un impact. Et cette exigence qu'ont les candidats, donc soit nouvellement diplômés, soit en reconversion, les candidats d'avoir du sens et que l'entreprise leur ressemble. Qu'elle ait un impact sur la société, qu'elle prenne à bras le corps des problématiques de type environnement et sociétal et qu'elle n'accepte plus de bullshit. Et donc pour ça, j'en suis très contente et l'avenir est prometteur. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Merci Diana Bajora pour cette table ronde. Merci à tes invités. Je vous propose à tous de faire 15 minutes de pause avant d'enchaîner. Un petit café fera du bien à certains d'entre vous, moi y compris.